Voici un petit énoncé, je vous le lis. Un calorimètre en laiton renferme 500 grammes d'eau à la température de 12,1 degrés Celsius. On y laisse couler, oui, ici j'ai oublié quelque chose, c'est 12,7 degrés, c'est la température d'équilibre du système. La température finale du système. La température finale du système est de 12,7 degrés. Voilà. On y laisse couler 50 grammes d'eau à la température de 19 degrés. Calculer la capacité calorifique du calorimètre. Je répète, on a en possession ici un système calorimétrique. On a un calorimètre en laiton qui renferme 500 grammes d'eau à la température de 12,1 degrés Celsius. La température finale du système est de 12,7 et on y laisse couler 50 grammes d'eau à la température de 19 degrés. Calculer la capacité calorifique. Bon, voyons voir. Ce qui veut dire que la première des choses, c'est qu'on a un calorimètre. C'est un appareil de mesure qui permet de mesurer la chaleur, même des masses, des chaleurs massiques, des chaleurs de latente, de fusion, de vaporisation, tout ce que vous voulez. Voilà, et des variations de température et des chaleurs, variations de chaleur. Donc le calorimètre, bon, c'est une enceinte qui peut être ouverte ou fermée. D'ailleurs, les anciens calculaient, bon, ils se demandaient comment ça se fait qu'ils avaient des valeurs de calorimétrie différentes suivant que c'était ouvert ou fermé. C'est normal, parce qu'il y avait la chaleur massique à pression constante ou à volume constant. Ça dépendait si l'enceinte était ouverte ou fermée. Donc voilà. Donc enceinte ici, je suppose que j'ai une enceinte isolée. Ouais. On sait bien que c'est du laiton. Hein. Bon, le laiton, c'est du cuivre plus du zinc. Alors, le laiton, c'est une couleur, le cuivre est en roux, enfin, orange, orange rouge, orange, bon, c'est plutôt orange, voilà. On va dire que c'est plutôt la couleur orange pour le cuivre, et le zinc, c'est gris, donc un amalgame d'un pourcentage de... Bon, parce que le laiton, il y a différents pourcentages d'amalgame. Hein. Bon, on met un pourcentage de cuivre, un pourcentage de laiton, et ça, un pourcentage de zinc, je m'excuse. Bon, je vais l'écrire de toute façon, je vais l'écrire tout de suite. Bon, le laiton, c'est quoi? C'est du cuivre plus du zinc. Et on a des pourcentages de cuivre et des pourcentages de zinc. Donc c'est normal que les couleurs se diffèrent et qu'on tourne autour de l'orangé, du jaune orangé, jaune orangé. Parce que c'est normal, le cuivre métallique est orangé et le zinc est gris. Donc on tournera dans une zone de couleur qui amalgame les deux couleurs, orange et voilà, gris. Ce qui va donner du jaune orangé. Voilà. Et donc on retrouve le laiton dans beaucoup d'applications, notamment en art décoratif. En décoration, on a beaucoup d'éléments qui sont en laiton, des visseries en laiton, des clous en laiton, ça dépend l'amalgame de cuivre, le pourcentage de cuivre que l'on a, et ça donne des couleurs, parfois très belles couleurs, qui tournent parfois vers plus l'orangé rouge que l'orangé jaune. Ça dépend de l'amalgame de cuivre. Alors, si vous prenez des ions de cuivre, là c'est bleu. Hein. C'est bleu. Bon, voilà. Alors, on sait bien que le zinc c'est malléable. Voilà, et que ces deux métaux, bon, je veux dire, qui donnent un métaux noble, parce que si vous utilisez du zinc tout seul, c'est moins cher que si vous utilisez euh, du laiton, qui lui contient du cuivre et du zinc. Déjà, le cuivre n'est pas bon marché, mais alors là, du cuivre et du zinc, ça coûte d'autant plus cher. Voilà. Donc c'est un matériau noble, et on en fait des matériaux voilà, d'habitation, et pas que. On trouve ça à beaucoup de choses. Je vous dis, la visserie, les clous, etc. Vous allez pouvoir aller dans un rayon de magasin, vous allez retrouver voilà, de nombreux accessoires métalliques qui sont de type laiton. Voilà. Et alors on peut avoir des poignées de porte, des serrures, des charnières, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, des corniches, mais ça coûte cher. Hein. Corniche, ça coûte plus cher que les corniches en zinc.
corniche. Bon, on peut utiliser, pour les toitures, on peut utiliser bon, du plomb, du zinc, voilà, etc. On a des matériaux comme ça qu'on trouve dans les toitures, hein, du zinc. Et alors, si vous faites des corniches, vous pouvez mettre des corniches en laiton, pourquoi pas. Ça coûte cher, mais voilà, ça sera beau. Voilà, ça coûte. Voilà, donc ici, on a un calorimètre bon, qui est très beau, parce qu'il est en laiton, justement. Je vous ai dit que la couleur tournait vers l'orange jaune. Donc, je vais mettre voilà, une couleur orange jaune. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on a affaire à un système isolé. C'est-à-dire que logiquement, on a des parois adiabatiques, c'est-à-dire que on n'a pas d'échange extérieur avec on n'a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, enfin du moins le calorimètre. On a, quand je dis on, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est le système calorimétrique qui n'échange pas de la chaleur avec le milieu extérieur, du moins théoriquement. Parce qu'il ne s'agit pas d'un système idéalisé, mais d'un système réel. Et donc, qui dit système réel, dit perte de chaleur. Donc, on a quand même malgré tout des petites pertes, mais elles sont tellement négligeables qu'on ne les prend pas en compte pour le calcul calorimétrique. Voilà. Donc, on a des pertes de chaleur, effectivement, bien que ce soit des parois diabatiques, on a des pertes de chaleur minimes. Donc, on ne tient pas en compte par rapport à la grossièreté des erreurs qu'on aurait à l'intérieur du calorimètre. Bon. Ceci étant dit, dans cet exercice, on demande de mettre dans le calorimètre, bon, qui contient des accessoires, eh bien, on va mettre de l'eau. Voilà. On va mettre une masse d'eau de 500 grammes, ce qui fait beaucoup, ce qui fait une grosse masse, hein, une masse de voilà, 500 grammes, 0,5 kg. Quand je dis que c'est beaucoup, mais c'est par rapport à la masse ajoutée d'eau, hein, on va rajouter de l'eau, voilà, et là on rajoute que 50 grammes par rapport à la masse de 500 grammes. Donc ici, on va mettre un second vase pour lequel on a un échantillon de 50 grammes. Voilà. Donc on a un échantillon de 50 grammes, bien sûr d'eau, puisque tous les deux substances dans l'énoncé spécifique, c'est de l'eau. Je dessine, voilà. Voilà, donc on va mettre de l'eau dans le calorimètre, donc on va faire un mélange thermique, c'est ça que ça veut dire, où là on a 50 grammes, 50 masse M2 égale à 50 grammes d'eau, et une température T2 de 19 degrés Celsius, qui est une eau, on va dire, tiède, qui n'est pas une eau chaude, c'est une eau tiède. Le cerveau reconnaît cette eau-là. Bien sûr, si vous ne provenez pas, bien sûr, d'un grand froid ou d'un grand chaud, mais 19 degrés, c'est une eau tiède. Hein. Voilà, le cerveau va reconnaître ça tout de suite au travers voilà, d'un des 5 sens qui est le toucher. Le toucher va communiquer via les nerfs au cerveau. Je veux dire comme quoi c'est pour une personne normalement constituée que c'est de l'eau tiède. Alors je vous rappelle que le corps humain est entre 36 37 degrés, 37, 36, 37. Puis après, quand on commence à monter au-dessus de 37, 38, là on sent qu'on a de la fièvre, c'est de la fièvre. Au-dessus de 38, on commence à avoir un état fiévreux. 38, 39, voilà, voire 40, où ça devient dangereux. Voilà, donc T2 égale 19 degrés, alors que M1, ici, je vous ai dit que c'est une masse plus importante que la masse d'eau froide de 50 grammes. Et alors bon, la masse ici est de 500 grammes. Masse d'eau. Voilà, 500 grammes. On a 500 grammes ici, 500 grammes d'eau.
mais une température de T1, c'est aussi de l'eau tiède, 12,1 degrés Celsius. Voilà. Et on va faire un mélange. Donc on a ce qu'on appelle ici un sous-système, qui est le calorimètre ici. Voilà, le sous-système numéro 1, que je vais appeler SO1. Oui. Sous-système 1, voilà, qui est composé d'une masse d'eau à une température donnée. Donc voilà, on a de l'eau, hein, remplie d'eau ici, 500 grammes. Voilà, on a 500 grammes d'eau, alors que le liquide ici, c'est le système numéro 2. C'est le système numéro 2. C'est aussi de l'eau, voilà, on a de l'eau, et c'est le système numéro 2, et donc je vais encadrer le sous-système numéro 2. Alors, ça c'est le sous-système numéro 2. Ouais. Que je vais appeler SO2. Sous-système 2. Sous-système 2. Alors on va faire notre mélange pour harmoniser les températures à une température d'équilibre. Alors, que vaut cette température d'équilibre? Je vais la calculer. Je vais la calculer. Je vais vous dire pourquoi. C'est fondamental ce que je dis là. Je vais la calculer. Pour bien comprendre cet exercice, je vais calculer l'équilibre et je peux vous dire la température d'équilibre. Je peux vous dire que là, ça, c'est la température, soi-disant, d'eau chaude. Bon, c'est pas de l'eau chaude ici, c'est de l'eau tiède qui est un peu plus chaude que. Voilà, 19 degrés, c'est de l'eau tiède, hein, mais plus chaude que la température d'eau tiède qui est la masse main d'eau qui est à 12,1. Voilà. Voilà. T2 est à 19. C'est tous les deux de l'eau tiède. Hein. Il y en a une qui est plus chaude que l'autre. C'est tout. Alors moi, je vais quand même, malgré tout, appeler ça eau chaude, eau froide. Hein. Bon, pour ne pas... pour éviter toute confusion dans le calcul et alourdir les calculs, ben, je vais appeler ça eau chaude, eau froide. Donc, eau chaude, c'est celle qui est plus chaude que l'eau froide, bien que ce soit de l'eau tiède. C'est pour ça que je, tout à l'heure, bon, je vous ai attiré l'attention en disant que c'est de l'eau tiède, oui, il y en a une qui est plus chaude que l'autre, mais moi je ne veux pas parler en termes de eau tiède plus chaude et l'eau tiède plus froide, ou eau tiède, voilà, plus élevée ou eau tiède moins élevée. Moi ce que je vais faire ici, je vais appeler eau chaude, eau froide, point. Donc le sous-système numéro 2 est de l'eau froide, et l'eau est considérée comme l'eau chaude, bien qu'il est à 19 degrés. C'est le, voilà, pour moi ça va être l'eau chaude. Donc c'est le système d'eau chaude. Ah, il va constituer l'eau chaude, bien que c'est de l'eau tiède. Voilà, que je vais appeler eau chaude. Voilà. Et ceci constitue l'eau froide. Voilà, pour éviter eau tiède plus élevée que eau tiède plus basse. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, quand on a fait le mélange, bien sûr, au mélange, je vous rappelle qu'il faut un agitateur pour mettre toute la température, homogénéiser la température. On va homogénéiser la température via un agitateur thermique. Voilà, comme ceci. Alors, dans l'expérience de Joule, bon, ici, l'agitateur, c'est fait par un moteur électrique. Hein. Voilà, c'est un moteur. À l'expérience de Joule, c'était une manivelle qui faisait tourner l'agitateur, mais là, c'est dans un autre but. C'était de retrouver l'équivalent mécanique de la chaleur. Donc, en fait, ça donnait un travail moteur avec un poids qui tombait. Et donc, là, à ce moment-là, on avait l'équivalent mécanique de la chaleur. Parce qu'en fait, l'eau, le poids, quand il tombait, il faisait tourner une manivelle. La manivelle, quand elle tournait, était accouplée à un agitateur. L'agitateur faisait tourner, agiter l'eau et donc réchauffer l'eau. Donc l'agitateur réchauffe l'eau.
Mais là-bas, dans l'expérience de Joule, c'était explicitement pour avoir une eau qui s'élève en température et calculer l'équivalent mécanique de la chaleur. Voilà. Entre W et Q. Allez voir les vidéos correspondantes que j'ai faites là-dessus. Voilà. Par contre, ici, on met un agitateur. C'est pourquoi, c'est vrai que l'eau va s'échauffer, c'est vrai. Euh, mais on va laisser stabiliser. Mais on met un agitateur, c'est pour que la température soit homogène partout. Voilà, à tout endroit voilà, de l'eau, il faut que la température soit homogénéisée pour avoir un équilibre, si vous voulez, macroscopique. Voilà, on veut un équilibre macroscopique parce qu'au niveau micro, on ne sait jamais si on a l'équilibre tellement c'est petit, on ne sait pas voir partout comment ça se passe dans le liquide. Mais en tout cas, en tous les cas, on a un équilibre macro quand on a homogénéisé toute la température qu'on a laissé stabiliser. À ce moment-là, on peut dire bien sûr qu'il n'y a pas de perte. S'il n'y a pas de perte, fatalement, on peut se dire que la température va rester à une certaine. Voilà. Mais c'est pas ce qui va se passer, parce qu'on a toujours des pertes. Le problème, il est là. Ben, voilà, on va en tenir compte de toutes ces pertes-là. Voilà. Alors, ayant fait ceci, maintenant, bien sûr, il faut 2 thermomètres. Et les 2 thermomètres doivent indiquer la même chose. La première des choses qu'il faut faire quand vous faites un laboratoire, c'est de voir si les 2 thermomètres, tant que vous avez 2 thermomètres en possession, c'est de voir si les deux thermomètres indiquent la même valeur de température. Parce que s'il y en a un qui indique différent, alors que vous êtes dans les mêmes conditions de relevé, et qu'il y en a un qui indique une température qui n'est pas la même que l'autre, ben là, on peut se poser des questions. Hein. Voilà, c'est qu'il y a un thermomètre qui est défaillant, il faudrait trouver lequel. Donc on en met à 2 thermomètres, et donc à ce moment-là, on mesure la température T2, qui est bien sûr, là aussi on a stabilisé pour essayer d'avoir une température T2 bien homogène, etc., etc. On a agité, voilà, et puis maintenant on fait le mélange. Une fois qu'on fait le mélange, à ce moment-là, on n'a plus qu'un système. Les deux systèmes-là vont se réunir en un seul système qui va regrouper voilà, les deux sous-systèmes. Puisqu'en fait là, on a affaire, à un mélange. Et alors, le mélange, qu'est-ce qu'il va ramener? Ben, il va nous ramener à une température d'équilibre ici. Alors, cette température d'équilibre est bien beaucoup plus proche de T1 que de T2. Elle est plus proche de T1 que de T2. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, il y a 500 grammes. Alors ça, c'est une des premières vidéos que j'avais fait, c'est sur voilà, les mélanges comme ceci. Hein. Bon, il suffit d'écrire les équations de la calorimétrie, hein, aussi bien pour le corps froid que pour le corps chaud. Et on calcule comme ces deux corps avec le même Charles Massic, puisque ils relèvent tous les deux de la même substance, ils ont tous les deux C0, mais le C0, quand vous allez faire voilà, l'écriture de delta Q, des delta Q, l'égalité des delta Q, des delta Q, mais le C0 va se simplifier, donc c'est indépendant du C0, parce qu'on a du C0 à gauche et du C0 à droite. Voilà. Bien sûr, il faudrait écrire les équations, bien sûr, de la calorimétrie, où d'un côté, on aura un delta Q, là, on aura un delta Q 2, voilà, et là, un delta Q 1, c'est-à-dire que delta Q, on a une chaleur ici, d'eau chaude, parce que ça a été chauffé, hein, voilà, ça a été chauffé ici. On a chauffé, enfin ici, 19 degrés, bon, on a essayé de maintenir une température de 19, par où on peut chauffer jusqu'à 19, et puis voilà, on commence à faire voilà, le mélange, mais tout ça pour vous dire qu'il va céder la chaleur, delta Q2, il va céder la chaleur, donc céder c'est négatif. Par contre, lui, il va absorber la chaleur. Et on écrit l'équation MC delta T pour chaque membre et on égale les deux équations en tenant compte d'un signe. Il faut faire très attention au signe. Alors ça, j'ai déjà montré plusieurs fois, mais voilà, ça va vous donner, à un moment donné, l'écriture de ceci. Je vais vous montrer. Donc, on aura masse M1 fois T1 fois sur delta T. Delta T du corps froid, c'est T, T1, ou plutôt T équivalent parce qu'il est plus grand, ça doit être positif, moins T1. Voilà. Voilà. Ouais, ici, je me suis trompé parce que c'est C0. Voilà. Et ça doit être égal à. Mais comme il sait de la chaleur, il y a un moins. Voilà. Alors on aura le corps chaud. C0, c'est toujours de l'eau. Voilà. Fois. Fois. Voilà.
fois quoi? Fois le T1 moins, qui est négatif, T1 moins, enfin T2, T équivalent moins T2. Voilà, ça c'est négatif, mais comme on a mis un moins là, ça reste positif, et donc on a bien égalité de deux nombres positifs. Voilà. Je rappelle, hein, ceci c'est négatif, parce que T équivalent est beaucoup plus petit que T2, T2 étant la plus grande température, hein. T2 est ici, voilà, alors que T équivalent ici, vous faites un grand moins un petit, ben, enfin un petit moins un grand, ça donne du négatif. Voilà. Donc, et pour avoir du positif, parce que ceci étant positif, ceci c'est positif, donc comme j'ai du négatif ici, je suis obligé de mettre un moins ici, pour avoir du positif. Voilà, comme ça, en valeur absolue, ça veut dire que les deux chaleurs sont identiques. Ou si vous voulez retirer ce moins-là, il n'y a pas de problème. Hein. À ce moment-là, comment vous faites? Ben, il suffit de d'écrire que c'est égal à M2, voilà, fois C0 fois T2 moins T équivalent. Voilà. Alors, ceci étant dit, ben, quand vous avez les équations là, ben, vous pouvez trouver voilà, la température. Vous extrayez la température T équivalent pour trouver, on peut trouver T équivalent. Hein. Je l'ai démontré. On peut déjà simplifier, déjà ici, vous simplifiez le C0 ici et le C0 là. Voilà. Et vous pouvez ressortir de ça T équivalent. Bon. Mais moi, je vais vous donner directement la réponse de ça. Voilà. Le T équivalent, il vaut ceci. Il vaut, si vous calculez T équivalent, j'ai déjà fait dans une vidéo, M1 sur M total fois T1 plus M2 fois sur M total fois T2. Donc ça va donner, si vous ressortez T équivalent, vous aurez, je vais l'écrire avec, voilà, ceci, T équivalent est égal à M1 sur la masse totale fois T1 plus M2 sur la masse totale, le tout fois T2. Alors, je vous rappelle que M1 sur M total, c'est une proportion. Hein. Voilà, c'est une proportion. M1 sur M total, c'est une proportion. Hein. Donc, il n'y a pas d'unité. Ça n'allez pas entrevoir une unité. C'est juste une proportion de masse. Hein. Et c'est la pondération de masse qui va faire intervenir la proportion de température ici, justement. Et comme on a 500, puisque la masse d'eau froide est 500, sur 500 plus 50, ben, on a 500 sur 550, ça fait environ 90% de T1. Donc la masse M1 va intervenir pour 90% de T1, ce qui veut dire qu'on sera proche de T équivalent sera plus proche de T1 que de T2. C'est pour ça que je l'ai mis là. Voilà. Par contre, M2, il va intervenir, il a 50, la proportion, ce sera 50 sur 550 fois T2, ce qui est très petit. Hein. Voilà. Et en calculant la somme, ben, vous aurez la température d'équilibre. Température d'équilibre théorique. Attention, théorique, température d'équilibre théorique. Je répète, température d'équilibre théorique. Voilà. Bon, faisons ça. Parce que c'est fort important pour l'énoncé, c'est pour ça que je le répète 3 fois. Alors, on va calculer ceci. M1 sur M. Mais M1, on connaît. Bon, M1, c'est... Voilà, M1, c'est 50 grammes. 500 grammes. Voilà. La masse totale, c'est 500 plus 50. Voilà. Ce qui fait 90%. En pourcent. T1, ben, c'est 12,1 degrés. Et je calcule M1 sur M fois T1, on a 11 degrés. Il participe sous forme de température pour une élévation de 11 degrés. Bon, c'est normal, il y a 90% de 12 degrés. Voilà. Alors, je vous rappelle que quand vous faites ça, vous faites des degrés plus des degrés. Hein. Vous faites T1 plus T2. M1 sur M total, ce sont des proportions sans unité. Donc, une température plus T1 en température degré,
T2 en température en degrés, ben, ça fait T équivalent en degrés Celsius. Voilà, donc en fait, tient bien, les unités sont respectées. Par contre, ici, il y a deux manières de calculer pour M2 sur M. M étant la masse totale, bien sûr, ben, vous faites soit 1 moins ce que vous venez de trouver ici, voilà, ou alors vous refaites M2 divisé 50 divisé par 550, et vous tombez sur cette valeur-là. Voilà. Alors, T2 valant 19 degrés, ça, bon, c'est une donnée, et on a M2 sur M1 sur M fois T2 qui nous donne 1,72, et la somme de 11 plus 1,72 donne la température équivalente, ce qui fait 12 degrés, 72. Alors là, attention, je vais le marquer même en rouge pour que vous soyez conscient, c'est théorique. C'est théorique. Parce que pourquoi? Ici, il demande de calculer la capacité calorifique du calorimètre. C'est pas pour rien qu'il demande ça. C'est pas pour rien. Je vais vous montrer tout de suite, c'est pas pour rien qu'il vous demande ça. Parce que ici, quand il vous donne ceci, pourquoi ils vous ont donné ça? La température finale du système est de 12,7. Mais c'est parce que ce n'est pas cette 12,7 là. Ça, c'est théorique. Celui-ci, c'est au laboratoire. Ce qui veut dire que ça va engendrer quelque chose de spécifique. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que ça va engendrer. Cette équation n'est pas bonne. Cette équation n'est pas bonne. Il aurait fallu prendre en compte la masse absorbée par les accessoires. Au travers, donc M1 plus mu. Et là, il faudrait changer ceci. Voilà. Parce que la réalité ne donne pas voilà, le 12,77 qu'il y a là, le calcul là. Il ne va pas donner ça, la réalité donne 12,7. Entre 12, voilà, mais déjà, si le labo il donne 12,7, c'est très bien. Il y a une très petite erreur par rapport au théorique. Voilà, le théorique il est là. Voilà, on a ça. Mais c'est même pas une erreur, c'est tout simplement les accessoires qui interviennent, qui absorbent. Voilà. Et comme les accessoires absorbent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée ce qu'on appelle une valeur en eau, la valeur en eau du calorimètre, qui correspondrait à de l'eau, à l'équivalent d'eau des accessoires qui tournent autour du calorimètre en relation avec la masse d'eau. En fait, c'est ce qui va, en gros, c'est ce qui va pomper de la chaleur reprise sous forme d'eau. Et qu'est-ce qui va pomper de la chaleur en dehors de M1 dans le calorimètre? C'est les accessoires du calorimètre. Voilà. Ceci étant dit, c'est fondamental ce que je viens de dire. Donc là, on a la partie. Ce qui veut dire qu'il y a un mu qui va apparaître. C'est ça qui est important. Il y a un mu qui va apparaître. Voilà. Alors, je calcule les différences de température. Bon, ça, vous savez le faire. Pourquoi? Pour calculer le mu. Alors, comment on calcule ce mu-là? C'est un peu de la même manière que j'ai fait une vidéo. Voilà, le mu, il suffit de repartir sur l'équation. Voilà, M1 plus mu fois C0 delta T, voilà, est égal à M2. Là, il n'y a pas de mu, bien sûr. Voilà, fois C0 fois le delta T eau chaude. Attention que ça, c'est le delta T eau chaude. Voilà. Et ça, c'est le delta T eau froide. Voilà. Alors, comme on utilise de l'eau et de l'eau, il n'y a pas de C0, ça simplifie. Voilà. Et alors, on peut calculer le mu. Vous extrayez le mu. C'est le même calcul que tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous essayez, non pas la température d'équilibre, mais voilà, le mu. Mais vous laissez la température d'équilibre, vous en avez besoin. Attends, vous la connaissez, hein. Enfin, vous la connaissez par le laboratoire, pas par le calcul, parce que le calcul, c'est théorique. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous trouvez ceci. Voilà. Donc, mais là, on n'a pas tout à fait les mêmes formules. On a une différence de masse qui donne une masse. Mu étant une masse. Et ici, on a un rapport de température qui est sans unité. Et qui est T2 moins T équivalent, qui est positif. Puisque T2 est plus grand que T équivalent. Et T équivalent moins T1 est positif. Donc on a un rapport positif. Donc voilà, on n'a pas de négatif là-dedans. On a M2 fois un nombre, voilà un rapport, mais ça fait un rapport de M2, ça fait une masse. Moins M1, qui est la masse d'eau froide. Donc on aura la masse d'eau chaude fois un rapport de masse en fonction des températures. Voilà, moins M1 va donner le mu. Le mu, voilà, qui est la masse équivalente d'eau qui correspondrait aux accessoires. Voilà. Voilà, aux accessoires qui absorberaient, bien sûr, la masse d'accessoires qui absorbe de la chaleur.
Alors, T équivalent, T2 moins T équivalent, ben, c'est pas ce... Quand vous faites T2, vous faites 19. Ouais, mais pas 19 moins le théorique, hein. Pas 19 moins le théorique. Sinon, vous allez trouver un mu égale 0. Hein. Je vous le dis tout de suite. Le problème, il est là. Si vous mettez... voilà, vous refaites les calculs avec le véritable T équivalent, mais mu sera égal à 0 d'office. Hein. C'est ça que je vous disais. Pour trouver un mu différent de 0, mais il faut que... D'ailleurs, faites l'expérience, hein, je peux le faire, regardez. J'ai trouvé combien en T équivalent? Là, quand je prends avec 17, 12,7, j'ai 25 grammes pour mu. Voilà. Maintenant, regardez que si je mets avec le T équivalent, T équilibre théorique, voilà, égal combien? C'est la cellule D17, regardez bien. Je vais faire égal D17, égal D17. Vous allez voir que le mu vaut 0. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc il faut qu'il y ait un écart, parce que s'il n'y a pas d'écart, ben, fatalement, c'est que tout est voilà, il n'y a pas de, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. Hein. Il n'y a pas de perte au niveau des accessoires, c'est d'office. Hein. Voilà, au niveau théorique, il n'y a pas de perte au niveau des accessoires. Donc fatalement, c'est normal que vous trouvez 0 là. Mais en fait, le laboratoire ne donnait pas. Voilà, ça c'est théorique, calcul théorique. Mais en fait, le laboratoire donne ça, 12,7. Voilà. Alors, à ce moment-là, on a 25 grammes voilà, en mu. Alors, le 6,3, c'est quoi? Ben, le 6,3, c'est 19 moins 12,7. Hein. Ne faites pas 19 moins 12,7. 12, ne faites pas 19 moins le théorique, hein, qui est 12,72, 72. Voilà. Ne faites pas 19. Voilà, c'est plutôt 19 moins ce qui a été trouvé au labo. Bon, 19, c'est au labo qu'on a ça. Et le 12,7, c'est au labo. Vous faites 12, voilà, c'est des trucs de laboratoire. Hein, ça, voilà. 19 moins 12,7, ben, on retrouve 6,3. Et puis vous faites T équivalent moins T1, mais vous faites de nouveau T équivalent 12,7 moins 12,1. On a 0,6. Donc ce qui veut dire que dans le dessin ici, mais ça c'est le T équivalent théorique. Voilà. Et ce qui est donné à l'énoncé, l'énoncé le 12,7, le 12,7 il est plutôt ici quelque part. Hein. Voilà. Le 12,7 c'est le T équivalent réel. Voilà, réel. Il y a un petit écart. Il y a un petit écart. Hein. Un petit écart. Donc ici, il y en a un qui va donner un écart. Bon, moi, ici, il y en a un qui va donner un écart de, bon, par rapport au réel, hein, de là à là, qui est de 6,3. Voilà. Et un écart par rapport au réel qui est de 0,6. Voilà. Et 6,3 plus 0,6 vous donne 19 moins 12,1. Voilà. Et c'est ce que je fais ici. Donc, T2, c'est 19 moins 12,7 et pas 12,72. Attention, qui est le théorique. Voilà. Ça fait 6,3 et T équivalent, c'est 12,1 moins. Enfin, T équivalent, c'est 12,7. 12,7, ouais. T équivalent. T à l'équilibre, je m'excuse. T à l'équilibre. T à l'équilibre, moins, ça fait 12,7 moins T1. T1, c'est 12,1. C'est-à-dire qu'il fait 0,6. Voilà. Le delta T, ben, ça fait quoi? Ben, vous pouvez le faire de deux manières. Delta T, c'est 19 moins 12,1. 19 moins 12,1. Température d'eau chaude moins température d'eau froide. Ou alors, je fais, par une deuxième méthode, 6,3 plus 0,6, ça fait 6,9 degrés Celsius. Voilà. Alors, connaissant tout ça, ça va nous renseigner sur beaucoup de choses. Ben, on peut calculer le mu. Tout d'abord, je calcule en partie la formule ici. M2, T2 moins T équivalent divisé par T équivalent moins T1. Et puis après, je vais soustraire par M1. Je le fais en deux étapes. Voilà, je le fais en deux étapes. Donc, je fais M2 fois T2 moins T équivalent divisé par T équivalent sur T1. C'est le premier terme. Voilà. Et puis après, bon, je mets M1 et je vais soustraire avec ce terme-là. M1, c'est 500 grammes. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et là, on a plus de 500 grammes. C'est normal parce que je vous dis qu'il y a les accessoires. Il y a quelque chose qui fait. Et je calcule ça. Comment pour avoir mes 25 grammes, je fais 525 moins 500 grammes. Ça, c'est la totalité, si vous voulez. C'est M. En fait, si vous voulez, ça, c'est M plus mu. C'est mon M plus mu. Voilà. Et ça, c'est quoi?
ben, c'est ma masse. C'est ma masse tout court, masse d'eau froide. Hein. Ça, c'est la masse d'eau froide plus mu. Voilà, masse d'eau froide plus mu. Et là, c'est la masse d'eau froide. Et enfin, on retrouve le mu en faisant la soustraction. J'applique juste les formules. Voilà. Donc j'ai 525 grammes ici, en masse d'eau froide plus mu. Voilà. Comment je calcule ça? Ben, c'est le premier terme qu'il y a ici. M2 fois T2 moins T équivalent sur T équivalent moins T1. Ben, c'est ce que je fais. Ouais. Donc M2, ben, je l'ai. M2 c'est 500 grammes. Hein. C'est la masse d'eau chaude. Voilà. Et ça, les rapports-là, ben, je les ai là. Je fais 6,3 divisé par 0,6 fois 500. Je vais vous faire tout de suite ici. Vous allez voir que c'est ça. 500 grammes fois 6,3 divisé par 0,6. Oui, 500 grammes. M2, c'est bien 500. Je vais recommencer mon calcul. J'étais un peu trop vite. 500 divisé par fois, je m'excuse, fois, et là, je dois faire 6,3. Pour autant que je mette un égal. 6,3 divisé par 0,6. Je ferme la parenthèse. 5250. Ouais, c'est pas. M2 est à 50 grammes. Hein. Je ne sais pas pourquoi je mets 500 grammes. M2, on y est coulé 50 grammes. C'est pas 500. Voilà. Je recommençais. Je retirais à 0. C'est pas 500 grammes, mais 50 grammes. Voilà. Et là, j'ai bien 525. Et c'est les 525 ici. Bon, et M1 est à 500 grammes. Lui, il est à 500 grammes. Voilà. Et là, on retrouve, bon, la masse d'eau froide plus mu qui est là, moins la masse d'eau, voilà, et j'applique la formule là. Là, on a la masse totalisée, moins la masse M1, ben, ça donne le mu. Voilà, je trouve le mu ici. Ça fait 25 grammes. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, grâce au laboratoire, trouvé la valeur en eau du calorimètre, c'est-à-dire que vaut la perte de chaleur au niveau des accessoires. C'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Grâce à ça, cette masse équivalente d'eau qui correspond aux accessoires, on a fait une équivalence en eau des accessoires qui entourent le calorimètre. Eh bien, maintenant, je vais rechercher la valeur. Je vais rechercher calculer la capacité calorifique du calorimètre. Donc, recherche de la capacité calorifique du calorimètre. On va s'en occuper tout de suite. Bon, on applique toujours les formules. Oui, ici, il y a un petit problème. C'est pas SIC. Capacité calorifique du calorimètre. Voilà. On va rechercher la capacité calorifique du calorimètre. Parce que le calorimètre, il n'y a que de l'eau. Mais vous comprendrez que la capacité calorifique ne fait pas 4,18. Pourquoi elle ne fait pas 4,18? Mais parce que, tout simplement, il y a un mu. Il faut savoir ça, il y a un mu. C'est-à-dire qu'il y a une perte de chaleur due aux accessoires. Donc la capacité calorifique ne sera pas celle de l'eau. Elle va être un peu plus grande. Parce qu'il faut tenir compte de l'eau. Déjà, l'eau fait déjà 4,18. Alors, les accessoires ont aussi leur capacité calorifique. Et quand on y regarde bien, c'est tout à fait logique qu'on n'aura pas 4,18, mais autre chose. Alors, je calcule la capacité calorifique toujours par les équations. Là, je fais, voilà, regardez comment ce que je fais. Pour calculer la capacité calorifique du calorimètre, je fais comme si j'avais de l'eau tout seul, alors que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. L'eau n'est pas toute seule. De l'eau froide, bien sûr. Hein. Je fais comme s'il y avait de l'eau froide dans le calorimètre. Multiplier, parce qu'en fait, en vérité, j'ai de l'eau, une masse d'eau, plus un mu. Hein. En vérité, on a ça. Mais ici, j'extrais le mu. Je ne parle pas de mu, je fais comme si j'avais de l'eau toute seule, fois la capacité calorifique du calorimètre, fois la variation de température. Et là, ça doit être égal à, bien sûr, l'eau chaude. Voilà, l'eau chaude voilà, l'eau. Voilà. Et ça, c'est ce que je fais ici. Donc, j'ai la masse d'eau froide, fois c'est du calorimètre, bon, que je recherche, et qui ne vaut pas 4,18, parce que c'est vrai qu'on a de l'eau, mais l'eau mélangée avec autre chose. Fois la température, la variation de température de l'eau froide, qui était équivalent à moins T1.
Alors, l'autre côté, ça ne change pas. On a bien notre C0 fois T équivalent au moins T2 fois la masse d'eau chaude, si ce n'est que je mets un moins. Voilà, et je calcule le C calorimètre. Alors, si je calcule le C calorimètre, comment je fais? Ben, je résous l'équation. M eau chaude fois C0, C0 vaut 4, je prends 4,186 pour l'eau chaude. Pour la capacité de l'eau, je prends 4,186, donc joule par gramme et par degré Celsius. Voilà, je calcule ceci. Alors la masse d'eau, ben, vous savez, je vais vous le faire ici. Hein. Je vais calculer d'abord le membre de droit ici. Alors le moins, je vais l'enlever. Comment? Ben, je fais T2 moins T équivalent. À la place de T équivalent moins T2. Voilà. C'est juste ça. Alors, la masse d'eau, elle vaut combien? La masse d'eau, elle vaut 50 grammes pour l'eau chaude. Le C, il vaut 4,186. La variation de température T équivalent moins T2, elle est là. T équivalent moins T2, elle est là. Voilà. J'ai 1318. 1318. Alors, sur ça, je dois diviser par la masse d'eau froide pour avoir la capacité calorifique du calorimètre. Il faut que je divise par la masse d'eau et T équivalent moins T1. Bon, je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre ce nombre que je viens de trouver, je divise par la masse d'eau, bon c'est bien que c'est 500, voilà, on a déjà ça, voilà, et maintenant je vais prendre ce nombre-là et je vais diviser par T équivalent moins T1, T équivalent moins T1, il est là, 0,6. Et voilà, j'ai 4,39, c'est ce qui est là. Voilà. Donc je vous ai fait les calculs pour vous montrer comment on faisait et trouver la valeur de la capacité calorifique du calorimètre. Elle vaut ça. Mais c'est pas terminé. Je vais vous prouver que c'est ça. Je vais vous prouver que c'est ça. Je vais tout vous prouver que tout ça est vrai. Alors comment? Tout d'abord, je vais calculer la chaleur absorbée par l'eau toute seule. Bon, alors là, pour calculer la valeur par l'eau toute seule, je fais je vais faire la masse d'eau 500. Ouais, la masse d'eau fois le C de l'eau. Le C de l'eau, il est où? 4,54, il est là. Voilà. Et bien sûr, n'oublions pas la variation de température de l'eau froide. Hein. Je parle d'eau froide. L'eau froide, elle est où? Ici. Voilà. 1255, chaleur absorbée par l'eau seule. C'est que l'eau, ça. Voilà, 1255 joules. Maintenant, chaleur absorbée par les accessoires. Les accessoires, on sait bien que on a quoi? Les accessoires, je vais vous le faire ici. Je vais vous faire ici. Voilà. Les accessoires, ben, c'est mu. Voilà. L'équivalent en eau, c'est mu. Voilà. Fois 4,186, parce que c'est comme si on avait de l'eau. C'est l'équivalent en eau, alors que ce sont des accessoires. Fois la variation de température, mais c'est la même chose que l'eau prise seule. Hein. Ils subissent la même variation de température, c'est-à-dire de 0,6 degrés. Voilà. J'ai 0,6279. Voilà. Ce qui veut dire, c'est ce que j'ai là. Mais simplement, c'est exprimé en joule. En joule ici et en joule ici. Alors, maintenant, je vais calculer le total. Calculons la chaleur totale. La chaleur totale, c'est celle-ci plus celle-là. C'est celle de l'eau. C'est celle de l'eau plus celle des accessoires pris sous forme d'équivalent. Je fais le total, ben regardez bien que ça fait bien, je fais bien ceci plus ceci, ça fait bien 1318. On est d'accord. Voilà. Alors, maintenant je calcule autrement. Vous avez vu que j'ai fait la somme de mu M1 plus mu. Là en fait c'est, qu'est-ce que c'est ça? C'est la masse M1. C'est la chaleur due à la masse M1. Voilà, chaleur due à la masse M1. Prise seule.
bien sûr, c'est la chaleur absorbée par l'eau. L'eau, ici j'ai choisi l'eau froide, hein, chaleur absorbée par l'eau froide seule, qui est égale à la chaleur fournie par l'eau chaude. Fatalement, il y a une égalité. Voilà, enfin, du moins, l'eau chaude va fournir à, à, à la masse d'eau froide et aux accessoires. Attention à ça. C'est vrai qu'ici, c'est pour ça que je suis obligé de prendre l'eau froide ici. Pris séparément, chaleur absorbée par l'eau froide, seule, chaleur absorbée par les accessoires. Et le total, ça c'est la chaleur totale absorbée. Ce qui veut dire c'est la chaleur totale fournie. Bon. Alors maintenant, je vais contrôler si c'est bon avec la chaleur qui a été trouvée ici, le C calorifique. Eh bien, on va calculer. Donc, on va faire la masse d'eau, qui est de 500, ouais, 500, masse d'eau, fois le C du calorimètre, qui n'est pas de 4,18 parce que il y a des absorptions par les accessoires, qui est de, on l'a trouvé, 4,300, voilà, fois la variation de température de une variation de température de 0,6. Bam bam, qu'est-ce qui se passe? Égalité. Donc vous voyez bien que c'est bien la chaleur, tout est correct. Tout est correct. Tout est correct dans le sens où ça exprime bien que par contre ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est 44 sur 22. Ça, c'est tout simplement une expression en joules. Je m'excuse. Alors, divisé par E22. Voilà, on a divisé par 0. T équivalent sur... Voilà, c'est des joules par degré, ça. C'est la même expression que c'est la chaleur absorbée par les accessoires, mais en joules par degré. Elle est donnée en joules par degré Celsius. Pour 1 degré. C'est 1 joule, enfin c'est le nombre de joules pour 1 degré. C'est le nombre de joules pour 1 degré. C'est la chaleur absorbée par les accessoires pour en joules pour 1 degré Celsius. Alors si vous voulez pour un nombre de degrés, ben, il faut multiplier par ça, par le nombre de degrés, par l'élévation du nombre de degrés. Voilà. Donc ce qui veut bien dire que, vous voyez que on sait s'y retrouver, mais le tout c'est pas de faire des confusions hein, entre la théorie et le laboratoire. Parce qu'ici il s'agit vraiment d'un laboratoire. Le 12,7 n'est pas un calcul, ne provient pas d'un calcul. Parce que le calcul, je vous ai montré que ce calcul-là, voilà, si vous faisiez, vous utilisiez la température d'équilibre théorique, ben, vous allez avoir quoi? Ben, vous allez avoir un mu égale 0, c'est tout à fait logique. Hein, parce qu'en théorie, bon, il n'y a pas de mu. Il n'y a pas de mu en théorie. On considère qu'il n'y a pas de perte. On considère qu'il n'y a pas de perte. Ah, mais si vous introduisez un mu, c'est que vous introduisez des pertes calorifiques du matériel. Et là, à ce moment-là, il faut faire du laboratoire pour voir ce mu-là. Sinon, si vous ne faites pas le laboratoire, donc le 12,7 qui est donné ici, dans l'énoncé, c'est pas anodin qui le donne. Imaginez-vous que je l'enlève, vous allez finir par le calculer. Ouais, mais de toute façon, vous n'avez pas trouvé de mu. Donc il faut absolument le donner, ça. Le température finale du système est donné. Ils sont obligés de le donner. Et qui provient d'un laboratoire. Voilà. Donc, en fait, c'est le laboratoire qui va faire intervenir le mu. Voilà la chaleur absorbée par l'appareillage. Parce qu'on est dans un monde idéalisé. Justement, un monde qui n'est pas idéalisé, c'est-à-dire un monde réaliste. Et dans le monde réaliste, il faut tenir compte justement de toutes ces pertes-là. Il faut tenir compte de ces pertes. Alors que dans le monde théorique, ben, fatalement, vous comprenez que dans le monde théorique, je vous ai dit tout à l'heure, s'il suffit que je remplace cette valeur-là par la valeur théorique, vous allez trouver un mu égale 0 d'office. Regardez bien, je vais le refaire hein, pour vous montrer.
faut que j'aille chercher le calcul d'équilibre, température d'équilibre qui est ici. Voilà, donc celui-ci, supposons que je le mette égal à ceci. Regardez bien, 12,7. Voilà, c'est fait. Eh bien, regardez le mu maintenant. Le mu est à 0. C'est normal parce que là, je suis dans un point de vue théorique. Il n'y a pas d'absorption par les matériels. Je ne suis pas dans un laboratoire ici, je suis dans un cours théorique. Voilà, je suis plutôt dans un aspect théorique. Ce qui veut dire que là, vous retrouvez le C du calorimètre qui vaut 4,186, qui est celui de l'eau. C'est normal, c'est tout à fait logique. Vous avez de l'eau, vous ne comprenez pas en compte les pertes comment on appelle ça, du calorimètre. Donc, fatalement, vous retrouvez le C de l'eau. Voilà, il n'y a pas de perte. Alors là, la chaleur absorbée par les accessoires, ça fait 0 joule. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Alors, la chaleur totale absorbée, là, elle sera toujours la même. Voilà, 1312. Maintenant, je vais remettre le 12,7. 1312, on retombe à 1318. Hein. On a plus de chaleur absorbée, bien sûr, quand il y a des pertes. Quand il y a moins de pertes, on absorbe moins de chaleur. C'est tout à fait normal, parce que la contrepartie des pertes n'est pas prise en compte quand il y a pas on ne prend pas les pertes en charge. Hein. Quand on ne les prend pas en compte, ces pertes, maintenant, on a une contribution de chaleur absorbée qui est moindre. Maintenant, regardez. Je vais vous mettre 14 degrés. On va exagérer. Le mu, ouais, ici, le mu, il devient négatif. C'est vrai qu'il ne faut pas trop exagérer non plus, parce que sinon, 12, on va mettre 69. Voilà, là, on a quand même 34 de masse, hein, d'accessoires. Enfin, de masse d'eau en relation équivalente à une masse d'accessoires. Donc, on aurait 34 34. Et donc, là, vous voyez que on aurait 1320. Encore plus de chaleur absorbée. Et ça vaudrait autant pour la chaleur, la capacité calorifique du calorimètre qui serait conséquent. Hein. 4. On avait tout à l'heure 4,3 pour 12,7 degrés, ici on a 4,4. On a 4,47. Et l'eau c'est 4,18. L'eau il est là. L'eau il est là. La chaleur massique de l'eau. Hein. Voilà. Donc en comparaison, vous voyez la grande différence qu'il y a. Je peux même vous calculer la différence. Regardez, ici, je peux vous faire une différence. Là, à 0,29 de différence. Hein. Voilà, par rapport à l'eau, on peut voir à chaque fois la différence. Je vais remettre un 12,59. Je vais essayer 12,59. Vous voyez qu'ici, il y a des grandes pertes. Hein, c'est normal parce que on voit les grandes pertes. Pourquoi on a 154 c'est immense. Hein, parce qu'en fait, on s'écarte de 12,7, mais il faut s'écarter par petits pas, par grands pas. Si vous mettez 13, vous allez avoir du négatif partout. Je sais pas moi. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, vous avez du négatif si vous mettez trop grand. Vous devez rester autour de la température d'équilibre. Mais voilà, vous approchez très, très près. Mais de toute façon, ça, c'est une simulation que je fais là. Mais en vérité, ça, c'est le laboratoire qui vous donne ça. Vous faites le labo, c'est lui qui va vous donner ça.
Maintenant, attention à votre précision du laboratoire, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Si vous avez déjà un labo qui est pas précis, à ce moment, vous allez trouver de n'importe quoi comme valeur ici, et vous allez avoir du négatif partout. Hein. C'est pour ça qu'on demande de faire un labo précis. Hein. Ça demande la température finale du système doit être très précise. Hein. Très 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 précise. Hein. Parce que vous voyez que sur base de même pas 2 dixièmes, enfin même pas de... en quelques 2 dixièmes de différence par rapport à 12,7, on se retrouve avec des négatifs. Hein. J'ai pris 13, j'avais du négatif. 12,7 et 3, 13 c'est 3 dixièmes hein, d'écart. Donc avec 3 dixièmes d'écart, ben, on se retrouve avec voilà, du négatif pour mu. Voilà, donc il faut pas. C'est pour ça qu'il faut faire, si vous faites un labo, essayez d'être le plus près. Ça demande des calculs de précision, ça, avec des calculs. Voilà, et derrière ça, il y a des calculs voilà, de prise en charge de précision. Hein, de précision. Il y a des calculs de différentiel partiel à calculer derrière tout ça, hein, pour essayer d'être le plus à même d'arriver au résultat raisonnable, pour ne pas avoir justement ce genre voilà, de déroute du mu qui deviendrait négatif. Alors à ce moment, il deviendrait négatif au laboratoire. Vous faites quoi? Ben, vous recommencez. Vous recommencez le labo. Hein, parce que bon, vous ne pouvez pas avoir du négatif. Hein. Vous ne pouvez pas continuer un laboratoire si vous avez du négatif ici. Ça rime à rien. Ça rimerait à rien. Parce que la première des choses qu'on fait dans un laboratoire de calorimétrie, c'est de calculer justement cette valeur en eau. Hein. Alors, on fait ça, et puis après, bon, on regarde autre chose. Mais bon, la première des choses, c'est de savoir quelles sont les pertes, quelles sont les. Voilà. Et maintenant, ça ne sert à rien d'aller recopier chez quelqu'un d'autre, parce que ça s'appelle de la triche. Ça s'appelle de la triche. Peut-être quelqu'un qui l'a trouvé très bien, mais vous ne pouvez pas aller le chercher sur quelqu'un d'autre pour commencer à faire des calculs. C'est à vous à vérifier ça. Vous ne pouvez pas tricher. Pas tricher, c'est à vous à le trouver. Voilà, donc vous suivez le laboratoire avec les moindres détails et vous arrivez à une question de précision pour justement obtenir le résultat le plus adéquat concernant, je veux dire, la chaleur, la valeur en eau qui serait donc l'équivalent en eau des accessoires qui absorberaient donc cette chaleur. Donc on aurait une perte de chaleur due à l'entourage des accessoires, enfin des accessoires au sein du caloromètre. Voilà. Donc autant l'eau va absorber de la chaleur, ce qui est tout à fait normal pour se réchauffer, mais en partie, il y a des objets qui prennent de cette chaleur-là, aux alentours. Parce qu'on n'est pas dans un monde parfait où on pourrait isoler certaines choses. Non. Des moments où on a des contacts voilà, d'objets, ben, ils se mettent voilà, à échanger, et donc fatalement, s'ils échangent, voilà, un système isolé, je vous ai dit que c'est dans la théorie. 100% isolement, c'est de la théorie. On peut isoler au plus près, au maximum, mais on a toujours des pertes calorifiques. Des moments où on est en contact avec un monde extérieur. Voilà. Voilà, je vous remercie.